Allez, c'est parti pour Perfect Actu de ce mercredi. Mesdames et messieurs, bienvenue. Comme toujours, on revient sur ces plateaux pour commenter et décrypter les grandes questions d'actualité. Nous allons faire le point sur la situation au niveau de l'Union sacrée pour la nation, cette famille politique qui vient désormais de se transformer en plateforme électorale. Les assises ont eu lieu ce mercredi au niveau des Pullman Hotel avec un présidium qui sera dirigé par Christophe Mossoba, Tilukwebo, Vital Kamere, Jean-Pierre Bemba, Sama Lukonde et Augustin Kabouya, secrétaire général du parti présidentiel. Est-ce que c'est possible que cette plateforme électorale puisse donner la victoire à Félix Tshisekedi qui s'est déjà déclaré comme candidat à sa propre succession? On va essayer de décrypter en long et en large cette question. L'actualité, c'est aussi la proposition des lois Tchani. Vous avez suivi le point de vue des Nations Unies à travers Bintou Keïta, qui est représentante du secrétaire général des Nations Unies ici à Kinshasa. Selon cette dame, cette proposition de loi n'a pas sa raison d'être. On n'a pas besoin plutôt d'exclure certains Congolais en raison de leurs origines ou de leur union. Est-ce que cette déclaration passe-t-elle au niveau de l'union sacrée? On va tenter d'en parler au cours de cette émission. Je reçois sur ces plateaux Maître David Enzo Ntalaja. Il est secrétaire général adjoint du parti politique Les Congolais, un parti politique qui va voir le jour dans quelques semaines. Il est secrétaire général adjoint chargé de l'administration et organisation au sein de ces partis politiques qui appartient bien évidemment à Maître Serge Kingunza, président bien entendu de ces partis politiques. Bienvenue maître. Merci beaucoup, Monsieur Hervé Itoma. Je suis très content d'être invité par vous. J'ai beaucoup de l'estime à votre endroit en Merci termes de la beaucoup. carrure, en termes de la capacité que vous avez en termes journalistiques. Merci. Et j'en profite de l'occasion pour saluer les téléspectateurs de cette grande émission, Perfect Actu. Et voilà, je salue également aussi l'initiateur de cette chaîne de télévision, à qui nous avons une considération patriotique. Très bien, comment allez-vous? Non, nous allons très bien dans le rythme du pays, tout va bien. Et voilà, nous sommes là Je pour disais, répondre à vos différentes questions. je disais à l'entame de l'émission que vous êtes secrétaire général adjoint chargé de l'organisation et administration du parti politique Les Congolais, un parti qui va voir les jours incessamment. Pourquoi le choix de créer un parti politique dans un pays où les jeunes, dans leur majorité, sont dans le chômage? Pourquoi un parti politique en lieu et place d'une entreprise, par exemple? Merci beaucoup, Monsieur Hervé Itoma, comme vous venez de le dire. Nous avons créé ces partis politiques dénommés les Congolais sous l'orientation, encore l'initiative de son autorité morale, Maître Serge Kingunza, après avoir posé un diagnostic. Nous avons eu à poser un diagnostic dans cette classe politique qui date de 1960 jusqu'à aujourd'hui. Nous avons constaté qu'il y a eu de failles, il y a eu de ratés, il y a eu des vides. Il fallait bien évidemment voir dans la mesure du possible comment trouver les vrais problèmes qui ont fait de sorte que les partis politiques qui ont existé puissent échouer dans leur mission. Parce que, sans oublier, vous le savez bien, que les partis ont pour mission la transformation de la société, les partis politiques. Les partis politiques, c'est une forme de laboratoire de propositions qui va dans le sens de projeter l'organisation étatique pour rendre utile à l'agréable. Mais malheureusement, tous les partis que nous avons connus dans notre pays ont connu des problèmes liés aux sentiments naturels. Les sentiments naturels, c'est le manque de l'attachement aux idéaux républicains, c'est le manque de l'amour encore du patriotisme avéré pour la République. Et après avoir constaté cela, nous sommes réunis autour de cette grande vision. D'abord, nous créons les partis pour essayer de renouveler ces sentiments patriotiques. Ces sentiments patriotiques qui est un socle pour la bonne gestion, la bonne gouvernance de la République. Et deuxièmement,
nous ne créons pas les partis, on n'a pas créé les partis politiques le Congolais pour faire la politique des politiques ailleurs ou encore la politique des politiciens. Nous sommes plutôt dans l'entrepreneuriat politique. Ce qui veut dire nous apportons des propositions rationnelles qui vont dans le sens de combler les vides au sein de nos différentes classes politiques. Et voilà pourquoi nous nous sommes dit c'était un impératif pour nous de mettre en place cette nouvelle dynamique politique qui va certainement répondre aux désirata de la population dont nous avons ramassé de manière panoramique toutes les problématiques pour essayer un peu d'apporter des solutions à travers nos propositions. Et pour répondre à votre question, pourquoi vous avez eu à créer un parti politique en lieu et place de créer une société. C'est vrai, les sociétés marchent et fonctionnent sur base des principes juridiques qui sont développés par des orientations politiques. Et nous estimons aujourd'hui, il faudrait que nous mettions en place cette machine politique qui réfléchit de manière rationnelle, qui ont un sentiment patriotique, qui veillera à ce que le droit des entreprises, des entrepreneurs, des investisseurs puisse être garanti pour le développement de notre pays. Voilà la raison qui nous a poussé à créer les partis politiques, le Congolais. Très bien. Vous arrivez dans un contexte où il y a déjà pluralisme politique. Nous enregistrons à ce jour plus de 1000 partis politiques. Vous avez quel atout particulier de vous imposer dans cette classe politique? Exactement. L'atout particulier que nous avons, c'est la conception idéologique que nous sommes en train de développer, que nous avons développée. Est-ce qu'on peut encore parler de l'idéologie politique dans un pays comme la RDC, où les gens changent des partis politiques selon leur bon vouloir, où les gens peuvent se réveiller un matin, il est socialiste, et à midi, il se retrouve dans un parti des libéraux. Est-ce qu'on peut encore parler de l'idéologie dans ces contextes? C'est cette cacophonie que le parti politique, le Congolais, est venu combattre. Comment nous allons les combattre? Nous nous sommes lancés dans une méthodologie de la conscientisation. Il faudrait conscientiser le peuple congolais. Il faudrait responsabiliser ces peuples, leur faire voir que le parti politique, c'est un patrimoine. Un patrimoine qui va dans le sens de fixer le cap de la République dans l'avenir. Il faudrait le faire avec amour, il faudrait le faire avec conscience, avec responsabilité. Et à travers cela, voilà d'ailleurs la raison qui nous a poussé après la présentation du parti, d'organiser un séminaire idéologique. Nous avons organisé un séminaire idéologique avec un éminent constitutionnaliste, professeur Njoli, qui était invité par les partis les Congolais pour essayer un peu de brosser de manière systémique c'est quoi l'idéologie politique de la gauche, parce que nous sommes de la gauche. Okay. Et donc, c'est là, nous pensons que du moment où les membres du parti, les sympathisants, les cadres du parti seront encadrés sur une approche idéologique d'un parti politique, ils adhèrent autour d'une idéologie, cela va garantir à ce que le climat politique de notre pays puisse être rationalisé et on ne parlera plus des partis mallettes où des personnalités politiques changent de veste à tout vent de pouvoir. Et voilà, là c'est un combat que nous sommes qu'on a livré en interne et que nous allons combattre. Nous sommes au cours d'une année électorale. Est-ce que votre parti politique, les Congolais, ne rentre-t-il pas dans les lots de tous ces partis mallettes qui sont créés chaque année électorale? Question de s'aimer un peu un désordre dans les quotients ou dans la répartition des sièges. Nous sommes plutôt dans la démarche de combattre cette manière d'antivalaire de personnes ou encore de gens qui prétendaient quand on a la possibilité d'avoir quelques billets de dollars, et ils ont la possibilité de créer des pseudo-partis pour s'étirer, je ne sais pas, de rapprochement dans des différentes institutions politiques. Nous avons créé ces partis sur base d'un diagnostic. Et aujourd'hui, certainement, on se retrouve dans cette situation. C'est un discours développé par tous les partis politiques. S'il vous plaît, nous nous retrouvons dans les contextes électoraux, on n'en disconvient pas, mais nous ne sommes pas un parti politique mallette.
Nous sommes un parti politique qui est reconnu et qui a des assises réelles. Et nous misons sur la transformation de société à travers nos différentes structures au niveau du parti. Et donc, pour vous renseigner, déjà les partis, nous avons un siège à Kinshasa. À Gombe, précisément sur l'avenue Batété, là. Oui, sur l'avenue Loubefou, quartier Batété, là. Un sujet qui défraie aussi la chronique. Comment un parti qui vient à peine de voir les jours peut se doter déjà d'un siège à Gombe? Nous connaissons tous ce que représente la commune de la Gombe. C'est une aberration. S'il faudrait avoir cette manière de penser que les partis politiques... Qui est derrière vous? C'est le peuple congolais. Qui vous finance? Le Congolais. Nous sommes dans une démarche de patriotisme. C'est les Congolais qui est derrière. Les partis n'ont pas un caractère individuel ou des gens. Les partis ont un caractère de la globalité. Nous fonctionnons nous sommes organisés sur base de cotisations. Et donc notre siège c'est à Gombe et nous revenons de Goma, de Nord Kivu, où nous venons d'implanter les partis dans la ville de Goma. Nous avons des sections à Sake, à Rutshuru, à Masisi et à votre gouverne. Le vendredi de cette semaine, nous partons en Mbujimayi pour aller implanter les partis. Okay. Dans la ville de Mbujimayi, nous allons faire Chilengi, nous allons faire Katande, nous allons faire Miabi, nous allons faire Mupampa, où nous partons pour étendre le parti parce que l'ambition de notre parti, les Congolais, a un caractère national. Il faudrait que nous ayons la représentation à travers la République. Et donc, nous ne le faisions pas parce qu'on a des moyens ou on a quelqu'un derrière nous. Qui vous finance? Est-ce le président de la République? Est-ce le Premier ministre? Pas du tout. Pas du tout. Est-ce quelqu'un de l'entourage du chef de l'État peut-être? Les partis fonctionnent avec les moyens des bords. Dont le cofondateur du parti, les présidents du parti, nous sommes mis d'accord autour de nos contributions pour essayer un peu d'implanter les partis à travers la République. Et la vision que nous avons, il faudrait changer les choses, il faudrait rationaliser les choses. Okay. Vous n'allez pas parler d'un parti de la gauche de la France qui est implanté en Normandie. Vous allez demander qui vous finance, qui est derrière vous. Il faudrait qu'on change cette conception. Les partis politiques, c'est une organisation. On connaît comment ça s'est passé ici. C'est une organisation privée. Vous organisez autour d'un programme, autour d'une vision. Et à travers cette vision, à travers ces programmes, il y a l'aspect financier où les membres sont dans un devoir ou encore une obligation de contribuer pour faire fonctionner les partis. À ce jour, les Congolais comptent combien de membres effectifs? À ce jour, nous comptons, dans notre base de données, nous avons plus ou moins 3500 membres. Okay. 3500 membres et nous sommes en train d'évoluer petit à petit parce que nous sommes dans une approche de ne pas avoir des membres fictifs. Les membres dont je viens de vous étaler, ce sont des membres reconnus. Ils ont acheté leur carte. Bien évidemment, ils ont leur carte de membres. Nous connaissons l'adresse, ils cotisent, ils participent pour le compte de parti. Je vous parle par exemple de Goma, de Nord Kivu. Nous avons un grand électeur là-bas, un membre du parti, un membre du parti, un cadre, qui a levé l'option personnelle d'offrir des données au parti le bureau. Il nous a donné un bureau à Sake, il nous a donné un bureau à Rutshuru, il nous a donné un bureau à Masisi. Il a été convaincu par l'idéologie, par la vision, par l'ambition du parti. Très bien. Voilà. On va parler de l'actualité. Une toute dernière question. Qu'est-ce qui vous garantit ou qu'est-ce qui garantit les Congolais qui nous suivent en ces moments que votre parti politique fera mieux que tous ces partis politiques qui ont fait déjà 30 ans, 40 ans dans cette même classe politique sans jamais apporter des solutions adéquates aux difficultés des Congolais alors qu'ils sont pour la plupart au pouvoir? La garantie est que nous avons posé, nous sommes dans un nouveau paradigme politique. Le nouveau paradigme politique sous-tend la bonne organisation, déjà au niveau interne du parti. Partant déjà de ce dont nous sommes lancés, c'est rare de constater à travers les partis politiques des séminaires idéologiques qui va dans le sens d'encadrer les militants, les membres, le cadre des partis, afin de connaître exactement c'est quoi la vision, c'est quoi les programmes, c'est quoi les projets de société, c'est quoi en fait l'ambition du parti. Non mais ça s'est fait donc, tout ça. C'est des séminaires qui se tiennent dans presque tous les partis. Vous pouvez me les citer, les séminaires idéologiques? Le PPRD les fait. Bon, vous savez la suite du PPRD. L'UDPS les fait aussi, le MLC les fait. Il y a les faire et l'exécuter, c'est deux choses différentes. Tout le monde peut les faire, mais avoir la capacité, encore la grandeur d'exécuter ce que vous êtes en train de faire, c'est un état d'esprit. Et cet état d'esprit
On incarne cet état d'esprit au niveau de notre parti, les Congolais. Un esprit indépendant, un esprit lié à l'entrepreneuriat, lié à l'organisation. Et donc, comme venait de le dire, nous présentons au peuple congolais un nouveau parti politique, le Congolais, qui d'ailleurs définit leur caractère de citoyen. Et c'est pour un objectif. L'objectif, c'est de nous permettre d'avoir une nouvelle classe politique qui va se définir autrement. Une nouvelle classe politique qui va exactement militer pour une bonne gestion de la République, pour enfin permettre au peuple congolais, pour enfin garantir à 2 345 000 km² la sécurité de l'intégrité territoriale de notre pays. Et cette bonne gouvernance est liée bien évidemment aux approches dont notre parti est en train de défendre, l'approche de la gauche socialiste. Vous parlez du renouvellement de la classe politique, mais en même temps, vous vous identifiez comme un parti politique qui soutient les actions du président de la République. Est-ce qu'on peut parler du renouvellement de la classe politique et en même temps s'afficher aux côtés de quelqu'un qui aujourd'hui utilise la plupart de ces vieux qui sont présentés comme des gens qui ont pratiquement ruiné ces pays? Est-ce que c'est logique votre démarche? Bien évidemment, nous sommes dans une logique de la perspective. Et vous savez, la politique, c'est le réalisme. Le chef de l'État, dont nous partageons la vision, et il est dans le réalisme politique actuel, lié bien évidemment au contexte. Vous savez, aujourd'hui, nous sommes dans les contextes tels que la majorité que nous avons au niveau de l'Assemblée nationale, ça a été une majorité concoctée, organisée. Okay? Ce n'est pas une majorité naturelle qui ont été élus sur base d'une vision, d'un programme. C'est ça d'ailleurs la démarcation avec le Mais LC. Pourquoi dans ces débats, la plupart d'acteurs politiques ont souvent tendance à discréditer le Parlement congolais et on pense que c'est le président de la République qui a été le seul à être mieux élu? Si les législatives ont été émaillées de plusieurs contestations, alors qu'est-ce qui nous rassure que la présidentielle est saine et sainte? Mais vous connaissez le réalité électorale de 2018. Vous le connaissez. Mais pourquoi ces réalités ne doivent concerner que les législatives et jamais la présidentielle? Parce qu'il y avait une manœuvre machiavélique. Cette manœuvre ne concernait que les législatives. Ce sont des stratagèmes politiques. C'était une politique organisée en interne. On va contrôler la République à travers cette machine parlementaire. Nous le savons, nous le connaissons. Parce qu'aujourd'hui, vous n'allez pas refuter ou encore refuser la légitimité ou encore la légalité du président de la République. Mais nous connaissons... Et même aussi, on ne peut pas aussi refuter ou refuser la légitimité aux députés. Nous les refutons en partie parce que nous connaissons qu'est-ce qui s'est passé pour que nous ayons cette majorité parlementaire. Et nous connaissons aussi ce que Corneille Nangaa nous a révélé récemment. Corneille Nangaa a révélé qu'il y avait une approche liée à l'organisation de l'État. Ce n'était pas un accord lié au vote, c'était un accord de la gouvernance. C'était une réalité politique. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a été élu, en face de lui, il n'avait pas la majorité. Il faudrait composer une majorité. Et cette majorité, ça a été précédé par un accord politique. L'accord politique lié à la gestion, à la gouvernance de la République. Et à partir de quel moment cette majorité a changé, du moment où elle appartient désormais au président de la République? Parce qu'auparavant, cette majorité était décriée. C'était une majorité montée de toutes pièces. Mais du moment où elle appartient maintenant, où elle est sous contrôle du président de la République, qu'est-ce qui a changé en cette même majorité? Cette majorité a changé en termes de la forme et encore en termes de fond. La majorité actuelle n'a pas adhéré à la vision, encore à la mission ou à l'ambition politique du président de la République sur base des billets de dollars ou sur base des garanties sociales. Vous les pensez? Cette majorité adhère sur base de l'organisation de l'État dans la rationalité. Ok. Voilà. C'est vrai. On va parler actualité. L'Union sacrée s'est transformée désormais comme plateforme électorale. Quelle est l'opportunité à ce jour de transformer cette structure qui
fonctionner pratiquement sans texte, sans un leadership éclairé, sans une boussole politique, on peut dire comme ça. Quelle opportunité à ce jour de transformer l'Union sacrée en plateforme électorale? Bon, l'opportunité telle que, vous savez, nous sommes dans une période électorale. Hmm. Et l'Union sacrée est vrai pendant un bon moment dans la configuration d'une plateforme politique qui d'ailleurs n'avait pas une structure hiérarchisée. Et c'était évident pour eux de s'organiser en interne afin de présenter bien évidemment la structure Union sacrée comme une plateforme électorale qui va certainement au moment opportun ouvrir la porte à d'autres forces politiques comme le Congolais. À titre de rappel, nous accompagnons la vision encore pour la démarche du président de la République, mais nous ne sommes pas de l'Union sacrée. Et nous estimons qu'au moment opportun, quand l'Union sacrée, du moment où elle est maintenant structurée, quand elle va ouvrir les portes pour consulter, bien évidemment, les partis politiques qui partagent la même approche avec les présidents de la République, qui partagent la même vision de la gauche socialiste, en ce moment-là, nous allons nous présenter pour voir dans la mesure des possibles comment formaliser notre adhésion. Mais en ce qui concerne la restructuration de l'Union sacrée, c'était évident de la restructurer le plus vite possible pour leur permettre de s'organiser en interne. Pourquoi avoir attendu 2 ou 3 ans pratiquement pour structurer l'Union sacrée? Moïse Katumbi l'avait dit en son temps lorsqu'il quittait cette famille politique. Il n'y avait pas des lignes de conduite, il n'y avait pas une orientation politique claire. Les gens naviguaient comme ça à vue. Pourquoi avoir attendu seulement 2023? Est-ce que ce n'est pas aussi une manière de dire à la population que nous, acteurs politiques, nous sommes plus préoccupés par les élections et notre positionnement en lieu et place peut-être de vos différents besoins? Je ne saurais pas commenter en long et en large du moment où on ne faisait pas partie de cette plateforme politique qui est devenue aujourd'hui une plateforme électorale Union sacrée. Et je ne sais pas quelles sont les raisons, quelles sont encore des stratégies qui prétendaient prendre du temps pour le muter à une plateforme électorale. Donc là, c'est une organisation interne. Très bien. Il faudrait que le membre de l'Union sacrée, de manière active, vienne les démontrer. Pour certains, l'Union sacrée, c'est le FCC bis. C'est-à-dire que vous prenez tous ces vieux politiques et vous voulez faire du nouveau avec eux. Chose qui est pratiquement inconcevable. Est-ce que vous partagez l'avis de ceux qui pensent que l'Union sacrée aujourd'hui, c'est le prolongement du FCC ou c'est carrément le FCC bis? On ne partage pas l'avis et on ne partage pas aussi cette approche de pérenniser les personnalités politiques dans la gestion de la République. Il faudrait, c'est d'ailleurs la mission du Parti des Congolais. Les partis politiques qui ont la mission ou encore le rôle, la transformation des sociétés, on s'attache à la vision qui est caractérisée par des principes de la bonne gouvernance et non aux individus et non aux personnalités, aux personnes. Raison pour laquelle nous exploitons plus cette approche de renouvellement de la classe politique. Nous estimons que c'est de manière impérative, aujourd'hui, les chefs de l'État devraient voir dans la mesure des possibles comment renouveler cette classe politique. Le renouveler en termes de nouveaux paradigmes. On ne gère pas la politique par des personnalités politiques, on gère la politique par la vision et les programmes. Et voyez-vous Félix Tshisekedi être en mesure de transformer tous ces vieux qui ont été avec Mobutu, Kabila père, Kabila fils, et aujourd'hui ils ont accepté facilement de rejoindre Félix Tshisekedi. Voyez-vous Félix Tshisekedi être en mesure de les transformer là où Kabila en 18 ans avait déclaré haut et fort qu'il n'a pas été en mesure de transformer l'homme congolais. C'est un processus. Vous voyez, la transformation de l'homme politique congolais, c'est un processus qui doit subir bien évidemment beaucoup d'étapes là-dessus, en termes de la moralisation, en termes de l'encadrement, en termes de l'orientation. Mais par contre, nous estimons qu'aujourd'hui, il faudrait renouveler cette classe politique, en termes même de personnes. Je fustige et je suis contre cette manière de faire, que c'est le président du parti qui doit être aligné comme ministre, qui doit être aligné comme PCA, qui doit être aligné comme directeur général d'une entreprise publique. Ça, c'est vraiment une manière
je vais emprunter peut-être les termes du président français, c'est une manière à la congolaise, à l'africaine. Non, mais les partis congolais sont conçus et créés à l'image de leur président Mais ou c'est ça leurs promoteurs. Vous n'allez pas changer c'est ça cela. les combles, les raisons pour lesquelles nous demandons à cette population de donner, de faire allégeance au LC, au parti politique les Congolais, de nous donner bien évidemment une majorité pour transformer cette société. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes en train de miser dans la conscience du peuple congolais pour leur dire que les partis politiques n'est pas une histoire des familles, n'est pas une histoire des ethnies, n'est pas une histoire des affaires coutumières. C'est une histoire de la République où les gens ils se sont mis d'accord autour d'une vision, autour d'un programme, autour d'une idéologie. Et aujourd'hui, vous êtes en train de constater quelques échecs, quelques ratés par rapport à la même manière de faire. Là, on est en train de remettre pratiquement les mêmes personnes qui ont été quelque part. Il a été ministre de transport pendant 10 ans. Il revient ministre. Il n'a pas de nouvelles choses, de nouvelles opportunités à donner à la République. Alors que dans son parti, il a des membres, il a des cadres, il a des jeunes envoyés. Et ça, pour le changer, il faudrait renouveler la classe politique déjà au niveau de nos institutions délibérantes, notamment les assemblées nationales et les assemblées provinciaux, donner une nouvelle énergie aux nouvelles personnes qui ont de nouvelles idées pour restaurer la République. Très bien. Félix Tshisekedi s'est déjà prononcé en faveur de sa propre succession et au niveau du présidium même de l'Union sacrée, il y a deux personnes qui n'ont jamais caché leur ambition de diriger un jour la RDC. Il y a Vital Kamerhe et Jean-Pierre Bemba. Pensez-vous qu'à ce jour, les deux sont d'accord à l'idée de s'effacer? Il faut rappeler que Kamerhe s'était déjà effacé en 2018 au profit de Félix Tshisekedi. Voyez-vous encore Kamerhe en 2023 s'effacer au profit de Félix Tshisekedi, sans oublier que Jean-Pierre Bemba, demain ou après-demain, peut aussi faire volte-face et dire, bon, ok, moi je veux aussi me présenter comme candidat président. Est-ce que Félix Tshisekedi fait-il l'unanimité au sein de l'Union sacrée comme candidat président? Mais bien sûr que oui. Bien sûr que oui. Du moment où la plateforme électorale, l'Union sacrée, aujourd'hui, qui est en train d'être structurée, qui est incarnée par des différentes personnalités politiques, notamment le président Jean-Pierre Bemba, notamment Excellence Vital Kamerhe, ils ont accepté de faire partie de cette plateforme électorale pour porter la candidature du président de la République. Pourtant, du côté de l'UNC, quand on a nommé Vital Kamerhe, son secrétaire général avait déclaré qu'au moment opportun, ils vont évoquer aussi la question de la candidature de Vital Kamerhe à la présidentielle. Ça, c'est un discours politique. C'est un discours politique, ce qui est vu de manière tacite et que l'Union sacrée s'est réformée aujourd'hui à une plateforme électorale dont Vital Kamerhe est membre dedans. Et cela veut dire par conséquent, il est dans l'obligation, encore dans le devoir, de porter la candidature du président de la République pour sa reconduction. La candidature de l'actuel président de la République n'a jamais été débattue au sein de cette plateforme. Espérons peut-être qu'avec ces changements ou avec cette restructuration, les choses vont évoluer autrement. La candidature, ça a été débattu. Il l'a déclaré. Bien évidemment, la candidature a été déclarée de manière constitutionnelle. C'est légitime. Absolument. Pour le président de la République de se reconduire au deuxième mandat. Mais par contre, du moment où vous êtes derrière le leadership de la personne qui vous oriente, celui qui incarne le nouveau leadership de la gouvernance actuelle, ils ont accepté d'être derrière, au sein d'un gouvernement, au niveau de la plateforme. Cela veut dire qu'ils ont adoubé, ils ont approuvé la candidature du président de la République pour le deuxième mandat. Qu'est-ce qui vous fait croire que Vital Kamerhe et Jean-Pierre Bemba ont effacé de leur tête l'idée de briguer la présidentielle? Mais du moment où ils se retrouvent au gouvernement, le gouvernement actuel, c'est un gouvernement électoral. Non, ils ne sont pas liés à vie à ce gouvernement. Mais bien sûr. Ils peuvent aussi démissionner. C'est un mandat. C'est un mandat. Démissionner, c'est autre chose. Mais moi, j'estime, je pense, dans le contexte de la République démocratique du Congo et dans le réalisme politique, pendant l'approche des élections, quand on crée une plateforme électorale, surtout de la mouvance présidentielle, c'est pour apporter ou encore accompagner la candidature du président de la République. Et donc, quitter le gouvernement, je ne sais pas, par des excuses comme quoi que je ne suis pas président d'un parti, je vais me présenter. Ça serait
de la manipulation politique. Et la Ça serait de manipulation, l'escroquerie politique. comment ça? Mais bien sûr, parce que du moment où... C'est des Congolais qui sont aussi libres d'exprimer leurs ambitions. Exactement. La politique est organisée à travers des structures. Quand on parle d'une plateforme électorale, cela veut dire que vous avez à débattre sur la candidature de la personne qui incarne cette plateforme électorale. Aujourd'hui, l'Union sacrée est sous le leadership du président de la République actuelle, Félix Tshisekedi Tshilombo. Et donc, la logique voudrait que les membres du gouvernement et les membres de cette plateforme électorale, Union sacrée, ils sont dans l'obligation d'accompagner la candidature du président de la République. En 2018, la logique. Oui, ok. En 2018, quand on a créé la coalition Lamuka, les 7 leaders s'étaient mis d'accord dans un premier temps pour accompagner ou soutenir la candidature de Martin Fayoul comme président de la République. Le lendemain, c'était la base de l'UDPS qui avait manifesté, c'était la base de l'UNC qui s'était manifesté. Qu'est-ce qui vous fait... Est-ce que ce n'est pas aussi possible que ces scénarios puissent aussi se répéter? Exactement, c'est possible, mais par contre, il faudrait faire une différence. La plateforme Lamuka à l'époque, c'était une plateforme de l'opposition. Ok? Ce n'était pas une plateforme de la gouvernance de la République. Ah, donc parce que nous avons l'exemple. Au niveau de la gouvernance, il ne peut jamais avoir contestation. Nous avons une jurisprudence. Ok. À l'époque, il y a eu le FCC qui avait porté ou présenté encore un candidat, une candidature, notamment Emmanuel Shadari. Et ils ont accompagné, ils ont... Et il y a des gens qui n'ont pas, il y a des gens qui n'ont pas cautionné cette candidature, notamment les professeurs Kinke Moulumba qui s'était aussi présenté comme candidat président. Bon, ça c'était son approche à lui. C'était aussi au pouvoir. Exactement. Une manière de vous dire que... Mais par contre, la grande majorité avait accompagné ou encore apporté la candidature de Shadari. Okay? Contrairement à la Mouka qui était une plateforme de l'opposition qui avait apporté la candidature à l'époque du président Tshisekedi. Parce qu'à titre de rappel, il faudrait... Non, la candidature de Martin Fayoul. Non. La Mouka, la personne qui a... Félix Tshisekedi n'a pas battu campagne comme candidat à la Mouka. Justement parce qu'il y avait des fissures. Et au niveau de la grande machine politique du président de la République, notamment l'IDPS, ils ont estimé que le président de la République devait se retirer de cette plateforme qui a trahi. Tout comme aussi l'UNC peut se réveiller un matin et dire « Nous avons besoin de Vital Kamerhe comme candidat président de la République. » Je ne sais pas interpréter les intentions. Ça, c'est une intention personnelle interne. Mais moi, je suis dans la logique formelle. La logique formelle voudrait que la plateforme électorale qui est structurée aujourd'hui, Union Sacrée, puisse accompagner la candidature du nouveau président de la République. C'est-à-dire que la candidature de Félix Tshisekedi, c'est déjà un acquis pour l'Union Sacrée. Exactement. Pas de contestation. Mais ils ont approuvé. Non, ils ont approuvé la restructuration de l'Union Sacrée comme plateforme électorale et non la candidature de Félix Tshisekedi. On doit souligner cela. Monsieur Hervé, du moment où ils approuvent la restriction de l'Union Sacrée comme plateforme électorale, mais avant de créer la plateforme électorale, vous avez l'idée sur la candidature dont vous allez porter, dont vous allez accompagner. C'est ça la logique politique et rationnelle. Et donc, ces gens-là, en fait, l'Union Sacrée actuelle, plateforme électorale, ils sont dans la démarche d'accompagner la candidature de l'actuel président de la République. Selon certaines indiscrétions, c'est ça la logique. Selon certaines indiscrétions, la candidature de Félix Tshisekedi n'a jamais fait l'objet d'un débat au sein de l'Union Sacrée. Il s'est prononcé, certes, il a aussi bénéficié déjà du soutien de quelques partis politiques de cette même Union Sacrée, mais au niveau où entre lui et Vital Kamerhe, mais aussi Jean-Pierre Bemba, cette question n'a pas été soumise au débat. Selon certaines indiscrétions, je n'affirme rien. Quand je suis en train de vous dire que le gouvernement actuel, c'est un gouvernement électoral, c'est un gouvernement qui a accepté d'accompagner le deuxième mandat du président de la République. Et par conséquent... Donc l'actuel gouvernement n'a reçu pour mission que d'accompagner... Mais bien évidemment, de pérenniser... Le social des Congolais n'est pas l'affaire de ces gouvernements. Ça c'est le retombé de l'accompagnement. Le social des Congolais demeure une priorité pour la gouvernance actuelle du président Tshisekedi. La sécurité des Congolais demeure une priorité. L'éducation demeure une priorité. Mais par contre... Pour que cela puisse se pérenniser, il faudrait renouveler les mandats à la personne qui incarne cette gouvernance. C'est le président de la République actuelle, Félix Tshisekedi Tshilombo. Et donc, tous ces membres du gouvernement qui sont dans le gouvernement, ils ont été... Donc, ils ont pour mission que de travailler pour la réélection de Félix Tshisekedi. Non, ils ont pour mission de travailler la mission principale, pour le progrès social du peuple congolais, afin que ces peuples renouvellent les mandats au président de la République.
c'est possible dans les 9 mois qui nous restent ou 8 mois même? Parce Avec que la volonté nous sommes politique, déjà au mois d'avril. avec la volonté politique, c'est possible de, d'ajuster les tirs. Très bien. On va parler de la sécurité dans la partie, ou sur l'ensemble même du territoire national. Depuis un moment, les choses ne marchent plus bien dans ces pays. Au niveau du Haut-Katanga, il y a découverte pratiquement tous les jours des corps sans vie. En Ituri, il y a la milice Codeco qui sème la terreur. Au Nord Kivu, les M23, l'instauration de la zone tampon. D'ailleurs, Jean-Pierre Bemba sera interpellé peut-être dans les jours qui viennent au niveau de l'Assemblée nationale. Il y a une question d'actualité qui lui est adressée par Claudel Loubaya qui veut savoir plus sur les statuts juridiques, politiques et administratifs des zones tampons, les zones cédées par les M23 qui sont maintenant placées sous contrôle des militaires ougandais. Ici à Kwamut, il y a aussi l'insécurité à Kinshasa, il y a le phénomène Kuluna. Est-ce qu'à ce jour, il est possible de restaurer la paix sur l'ensemble du pays? Exactement. C'est possible de restaurer la paix sur l'ensemble du pays. Et c'est d'ailleurs l'une des raisons qui a soutenu l'organisation, encore la recomposition de ces gouvernements. Et c'est l'une des raisons qui ont poussé au choix fait par le président de la République à travers ces ministères de la Défense nationale. Et j'estime que la question de la réhabilitation de l'autorité de l'État à travers la République ou encore la restauration de la paix à travers toute l'étendue de la République demeure une question sacrée qui demande à ce que nous tous, peuple congolais, nous tous, la classe politique congolaise, nous puissions nous mettre derrière cette démarche, allant dans le sens de chercher la paix. Et se mettre derrière cette démarche, c'est d'accompagner la gouvernance actuelle pour voir dans la mesure du possible comment est-ce que nous pouvons retrouver la paix. Mais par contre, dans la méthodologie, il est important aujourd'hui que les ministères de la Défense nationale, le gouvernement dans son ensemble, mettent en évidence cette question, donner assez de moyens à notre armée, à la police, au service de renseignement, donner assez de possibilités dans la logistique qui va permettre à ce que cette armée puisse organiser la sécurité sur le plan national. Et ça, c'est un impératif, je crois, c'est un grand défi à relever pour ce nouveau gouvernement et raison pour laquelle on a mis quelqu'un qui a de l'expertise en termes de la défense nationale, en termes de la sécurité et qui a un sentiment patriotique qui l'anime. Et je parle de Excellence Jean-Pierre Bemba, dont nous encourageons et nous accompagnons afin que le défi lié à la sécurité ou encore à la sécurité de la territoriale puisse être relevé pour nous permettre de retrouver la paix au niveau de la partie de l'Est de la République, au niveau de Kwamut, au niveau de Kinshasa. Parce que la notion ou la question de la paix et de la sécurité, c'est une question permanente qui doit être traitée tous les jours dans une république. Ça nous permet de stabiliser les institutions, ça nous permet d'avoir une bonne gouvernance, ça nous permet d'attirer les investisseurs et les entrepreneurs qui vont développer l'économie de notre pays. À ce jour, plusieurs de nos localités sont contrôlées tantôt par les rebelles. Et actuellement, on parle de la cité de Bunagana qui est placée aujourd'hui sous contrôle des militaires ougandais. Nous savons depuis toujours les relations qui ont régné entre l'Ouganda et la RDC. C'est des relations pas trop amicales. L'Ouganda fait partie aussi de nos agresseurs. Est-ce que ce n'est pas une erreur tactique pour la RDC d'accepter que Bunagana soit contrôlé par les militaires ougandais? On a installé une zone tampon, certes, les rebelles se sont retirés, mais en mettant aussi les FRDC en garde. Vous n'avez pas le droit d'approcher cette zone. Est-ce que nous sommes encore ces Congo grands et unis? Exactement. Et il faudrait noter qu'aujourd'hui, la République est dans une démarche systémique, à la fois diplomatique, politique et sociale. Vous savez, nous avons un accord qui réunit les pays de l'Est-Est Africa, dont l'Ouganda fait partie.
Et récemment, le président de la République était dans, dans, une, dans un séminaire ou encore une réunion qui a réuni tous les présidents représentant cette, cette commission de Est Africa. Ils ont levé des options liées à la sécurisation de l'Est de la République et en demandant à cette force milice des M23 de quitter la République démocratique du Congo le plus tôt possible. Et donc, je pense et j'estime, je crois que le gouvernement, avant de lever cette option, de laisser l'armée ougandaise dans cet espace de Bunagana pour une sécurisation momentanée, ils ont eu à faire une étude. Une sécurisation momentanée de combien de temps? Ça, ce sont des secrets d'État ou encore des secrets militaires dont je n'ai pas l'accès. Il s'agit là de l'intégrité territoriale qui est en danger. Exactement, ça existe partout. Ah Quand bon? les pays sont agressés, il y a des rapprochements des États. Il y a des rapprochements des États à travers... Mais quel est ce rapprochement qui va obliger à un pays de céder le contrôle d'une partie de son territoire à une armée étrangère? Mais le contrôle est cédé en partie, ce n'est pas un contrôle total parce que le FRDC est permanent. Non, mais il s'agit l'État congolais de notre souveraineté, maître David. Exactement, l'État congolais contrôle cette partie de la République. Comment ça? Ok. Mais par contre... nos militaires ne sont pas autorisés à accéder dans cette zone tampon. Ça c'est un discours politique. Il ne faut pas suivre Willy... Comment il s'appelle? Willy Ngoma. Là. Non, ce n'est pas Willy Ngoma. Oui. C'est l'EAC. Exactement. Mais je suis en train de parler d'un accord. L'EAC, la République démocratique du Congo, est signataire de l'accord de l'EAC. Est-ce que le plan de balkanisation n'est-il pas en marche finalement? Il n'y en aura jamais la balkanisation dans ces pays. Les Congolais sont fondamentalement liés à leur pays. Nous sommes des patriotes. C'est un pays où nous constatons le sens de l'attachement à la patrie. Nous avons ce sens-là d'attachement à la patrie. Il n'y en aura jamais. Le Congo restera un et indivisible. Et surtout pas dans la gouvernance de Félix Tshisekedi Tshilombo. Sinon, ce sera une trahison. Au Katanga, précisément à Lubumbashi, c'est pratiquement tous les jours que des gens font des découvertes macabres et des corps sans vie. Est-ce que c'est encore possible de sécuriser les Congolais dans ces pays? Exactement, c'est la mission principale, les plus grands défis. Non, mais vous venez de nous dire ici que ce gouvernement a pour mission de donner à Félix Tshisekedi la réélection. Non, il ne faudrait pas... De faire réélire Félix Tshisekedi. Il ne faudrait pas dire le mot ou les termes que je n'ai pas utilisés. Je venais de dire tout à l'heure, le retombé de la bonne gestion, encore de la bonne gouvernance de ce gouvernement, c'est le retombé social, éducation, santé, la sécurisation intégrité territoriale. Et ces retombées-là feront en sorte que le peuple qui sera satisfait de renouveler les mandats au président de la République. Mais par contre, sur le plan politique, exactement, le gouvernement actuel, c'est un gouvernement qui a le rôle ou encore l'ambition de renouveler les mandats, d'accompagner les chefs de l'État pour sa réélection. Mais la principale mission, c'est de voir comment est-ce que dans la mesure du possible, restaurer l'autorité de l'État, la réhabiliter à travers la République et puis stimuler les progrès sociaux. Nous avons perdu le contrôle du fleuve, c'est une déclaration faite par le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso. Ça ne marche pas à Kwamut, nos marines sont tuées et la RDC ou Kinshasa ne sait toujours pas agir. Ils sont dans une méthodologie politique diplomatique. Toujours. Exactement. Il ne faudrait pas prendre les choses par émotion ou par sensation. Okay, nous sommes en train de traverser un moment très dur, un moment difficile, dont ça demande de l'intelligence, ça demande de la stratégie, ça demande du pragmatisme politique. Le président de l'Assemblée nationale a-t-il manqué d'intelligence en déclarant haut et fort qu'on a perdu le contrôle du fleuve? Non, le président de l'Assemblée nationale a utilisé un discours politique. Ah bon? Et en interne, il y a une organisation au niveau de la défense nationale. Dans le fait pour Mbosso, il y a deuxième personnalité du pays de dire qu'on a perdu le contrôle du fleuve, vous estimez que c'est un discours politique? C'est un appel. Il lance un appel de manière indirecte au peuple congolais de veiller à l'intégrité territoriale de la République. Il lance un appel de l'éveil patriotique. Okay? C'est une forme d'appel, c'est un autre message qu'il a lancé au peuple congolais et dont nous accompagnons. Ok. On va terminer cette émission par cette toute dernière question. La loi Tchani, la proposition des lois Tchani, ça fait couler beaucoup d'encre et de salive.
Vous avez suivi il y a peu Madame Bintou Keïta, représentante du secrétaire général des Nations Unies en RDC, qui s'est exprimée aussi sur cette question. Et selon lui, ce n'est pas possible d'exclure certains Congolais en rapport avec leurs origines ou leur peau et consorts. Quelle est la position du parti politique Les Congolais face à ces sujets? Euh, Déjà, nous sommes un parti politique de Congolais. Nous sommes dans la nouvelle méthodologie politique. Nous sommes dans un nouveau paradigme. Nous faisons la politique dans une vision de la raison et non une politique des politiques ailleurs où nous sommes là pour encenser un individu, encore une personnalité. Et nous estimons qu'aujourd'hui, le Congo a besoin d'une solidarité sur le plan interne et sur le plan international. Sur le plan interne, la solidarité, c'est la solidarité de tout le peuple congolais à travers la République. Et la politique de l'exclusion ou de la discrimination, non, on n'accompagne pas, on ne soutient pas. Ah bon? Et donc, le parti politique de Congolais fustige ou encore cet acharnement ou encore cette approche de la congolité. Parce que la Constitution les présente de manière claire. Il est congolais dans l'article 10, la nationalité congolaise est une exclusive, elle ne peut être détenue concurremment avec une autre. Et partant de l'historique de notre pays, en 2001, à Sun City, on a eu à débattre sur cette question de la nationalité congolaise qui a abouti à une loi organique montrant comment est-ce qu'on acquiert la nationalité congolaise, la loi organique de 2004. Et donc aujourd'hui, on ne va pas déjà aborder cette proposition, d'autant plus que la proposition ne rencontre pas les prescrits constitutionnels. Parce qu'avant d'approuver une proposition de loi, il faudrait que les paramètres liés au juridisme puissent être conformes. Mais est-ce que cette proposition est conforme à la Constitution? La proposition de la loi sur la congolité n'est pas conforme à la Constitution. Rappelez-vous, en 2021, la proposition de loi a été rejetée. Mais on n'a pas compris. En l'Assemblée nationale parce que cette proposition n'avait pas un caractère juridique, n'était pas conforme à la Constitution. De deux, est-ce que cette proposition trouve l'opportunité actuellement pour le proposer? Et donc, du moment où cette proposition de loi a été rejetée par la même Assemblée nationale, par le même bureau de l'Assemblée nationale, en 2021, je crois que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Mais rapidement, qu'est-ce qui peut expliquer à ce jour l'exhumation de ces sujets qui a été rejeté déjà? Bon, nous les Congolais... Est-ce que c'est pour des fins politiques ou vous pensez que c'est pour des fins électorales? On n'essaie pas les taxer pour des fins politiques ou électorales, mais simplement, nous, Parti des Congolais, très bien, nous estimons que cette approche n'est pas la bonne. On ne veut pas de l'exclusion, on ne veut pas de la discrimination. Nous soutenons une république solidaire, nous soutenons une république des compatriotes et des patriotes. Parce que le président de la République l'avait d'ailleurs rappelé que c'est les Congolais des pères et des mères qui ont détruit ces pays. Voilà. Maître David Enzo, merci de votre disponibilité. Je vous en prie, merci beaucoup Monsieur Hervé Kitoma. Merci, je vous pour en prie. cette belle occasion m'accorder. Mes salutations à Maître Serge Kimunda. Merci beaucoup. Dites-lui qu'on aura aussi besoin de lui prochainement. À tout moment. Très bien. Cette émission est terminée. C'était un plaisir de vous la présenter. Grand merci à toute l'équipe technique. Grand merci surtout à vous, fidèles téléspectateurs et internautes, grâce à qui cette émission vit. On se retrouve demain jeudi, l'avant-dernier numéro de la semaine, avec Maître Bazin Pembenjal de l'AFDC qui va nous dire un peu plus sur la restructuration de l'Union sacrée pour la nation. Au revoir.